Bonjour les amis internautes, bienvenue sur votre chaîne Code Kama TV. Aujourd'hui, nous allons recevoir Cheikh Tidiane Seck, qui est membre d'Urgence panafricaniste, étudiant à l'UCAD. Bonjour Cheikh Tidiane. Bonjour. Comment allez-vous? Je suis très bien. Bienvenue sur Code Kama. Merci, c'est moi qui vous remercie. Qui est Cheikh Tidiane? Cheikh Tidiane, c'est un Sénégalais, un Africain du Sénégal pour être plus précis. Et j'ai fait toute mon enfance en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et aussi une autre partie à Bio qui se trouve dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis actuellement étudiant à l'UCAD en droit. J'ai fait le droit public, spécialisé en administration publique. En même temps, je suis membre d'Urgence panafricaniste. C'est dans cette ONG-là que j'essaie de donner ma contribution à l'éveil et aussi à l'évolution du continent africain, à sa libération en quelque sorte. Pourquoi cet engagement? Cet engagement parce que, selon moi, c'est un devoir. C'est un devoir quand on se retrouve dans une société et qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de maux qui touchent cette société-là. On est obligé, on a l'obligation de s'engager, on a l'obligation de donner sa part dans la lutte afin de réussir à élever un peu la situation de la communauté à laquelle on appartient. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'engager et la structure qui m'a accueilli, où j'ai trouvé la structure à laquelle j'ai décidé d'appartenir pour participer à cette lutte-là, est Urgence panafricaniste. Qu'est-ce que Urgence panafricaniste apporte dans cette lutte-là? Dans la lutte que nous menons, Urgence panafricaniste apporte beaucoup, elle a beaucoup apporté. Et je pense que jusqu'à présent, elle a fait très peu. Elle a encore beaucoup à apporter. Et ce n'est pas, on ne devrait pas déjà se limiter à Urgence panafricaniste. Donc, je pense qu'il y a d'autres structures qui existent déjà, qui vont devoir exister encore et faire beaucoup plus. Urgence panafricaniste, pour faire une brève présentation, c'est une ONG internationale qui est présente un peu partout dans le monde, surtout dans ce qu'on appelle souvent le précaré français, voilà, à tort ou à raison, dans les pays francophones et dans d'autres pays anglophones aussi. On trouve des membres d'Urgence panafricaniste. C'est une ONG qui œuvre aussi bien dans le social, dans plusieurs domaines, quoi, pour participer à cette lutte que nous avons amenée. Parler d'Urgence panafricaniste, je l'ai dit tantôt, c'est une ONG internationale qui œuvre dans le social, mais aussi dans la politique. On sait très bien que après les indépendances formelles recouvrées par nos États après 1960 et pour d'autres pays un peu avant, il n'y a pas eu réellement une indépendance acquise par ces États-là. Mais comment arriver à cela? Il faudrait qu'entre Africains et nous, Africains, on réussisse à s'organiser. Parce que les autres le font, hein, les autres s'organisent pour le bien de leur société, de leur communauté. Et nous, Africains, comment est-ce qu'on peut s'organiser? Alors, on fait avec les moyens du bord. Kémy Séba, une fois au Sénégal, a eu à mener des actions politiques. Il a vu qu'il fallait s'organiser, qu'il fallait se réunir. Il a créé l'ONG Urgence panafricaniste, que j'ai adhéré depuis 2017. Avant cela, pour parler de moi, je dirais que mon engagement a commencé déjà au lycée. J'étais au lycée, déjà en première, je me posais beaucoup de questions sur certaines choses, sur l'histoire que nous apprenions et que nous continuons d'apprendre sur les matières, sur le contenu et le fond et aussi la forme de l'éducation au Sénégal et un peu partout en Afrique. Je vous remarquez beaucoup de problèmes. Si on veut rentrer dans les détails, ça va être un peu long. Mais constatant cela, je me suis dit comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et je me rendais compte que
l'éducation qu'on recevait ne poussait pas les Africains à se poser des bonnes questions. J'étais un peu étranger dans le milieu où j'étais, parce que j'étais le seul à me poser des questions sur le continent africain, sur la situation géopolitique africaine. Et je m'étonnais que les autres, mes amis, ne se posaient pas les mêmes questions. Alors j'ai réuni 5 amis. Un jour comme ça, j'ai dit, bon, aujourd'hui on parle de l'Afrique. Ils ont dit, bon, alors, on parle. On a parlé du continent africain, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de problèmes. Et j'ai dit, bon, dans ce cas-là, nous ici, nous sommes au lycée, qu'est-ce qu'on peut faire? Personne ne savait ce qu'on peut faire. On est entré en classe, on a commencé un cours avec le prof d'histoire. J'ai demandé au prof d'histoire qui décidait du contenu du cours qu'on apprenait en histoire. Ces jours-là, ça a été le débat de la journée, quoi. Il n'y a pas eu de cours ces jours-là, on a débattu toute la journée. Et après cela, sorti de la classe, on a décidé de créer un club. Parce qu'il y avait des clubs qui existaient déjà dans le lycée. Il y avait les clubs, on disait le CLAP, club de littérature et d'art. Il y avait le club d'histoire. Dans ce club d'histoire-là, l'histoire qu'on étudiait là-bas, c'était plutôt une histoire occidentale. Quand je dis l'Occident, je vais parler de l'Europe occidentale. Ça aussi, ça me dérangeait. Donc, on a décidé de créer un club, le club panafricain du lycée de Bambey, parce que j'étais au lycée de Bambey. Et je vais vous dire... Vous avez créé un mouvement. Ouais, dès le lycée, hein, les gens se demandaient, mais d'où venait cette idée? Ça n'a pas été facile, c'était bizarre. Je m'étonnais, je ne comprenais pas pourquoi cette idée-là ne plaisait à personne. Même les profs d'histoire. Personne ne comprenait en fait. Oui, personne ne comprenait. Oui. Personne ne comprenait. J'avais l'impression d'être le seul à comprendre. Mais mes amis aussi me comprenaient. Et quand je leur expliquais, ils comprenaient. Mais cette idée-là m'est venue en réalité après une certaine conférence qui a été organisée au sein du lycée. Il y avait un ancien photographe qui était avec Cheikh Anta Diop quand il s'engageait dans la politique, qui était venu au lycée de Bambey pour nous faire une conférence sur l'homme. J'avoue que c'est ce jour-là que j'ai connu Cheikh Anta Diop, que j'ai fait une découverte. J'ai vu qu'il y avait une telle personne, un tel savant qui existait et qu'on ignorait, nous Africains. Alors j'ai fait des recherches sur la personne. Faisant des recherches sur la personne, je suis tombé sur d'autres personnes, à l'image de Théophile Obenga, de Kémy Séba lui-même, de ses interventions, des tournées qu'il faisait. Tout ça m'a donné beaucoup de courage. Et, on est allé rencontrer les proviseurs, on a expliqué aux proviseurs ce que nous voulons mettre en place au sein du lycée. Ils n'étaient pas contre, mais bon, il n'y avait pas beaucoup d'encouragement. On a rencontré aussi le censeur qui nous avait dit déjà que ce n'était pas possible. On a essayé. Vous avez dit que... Oui, le censeur avait refusé. On crée l'école. En fait, lui, il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas au panafricanisme. Il m'a dit clairement que c'est de l'utopie. Je ne sais pas si je dois dire ça. Il m'a dit que bon, c'est des gens qui s'engagent parfois et après on les recrute quelque part, on leur donne 2 voitures et puis allez, ils se transforment en politicien. Et je vois qu'il n'a pas totalement tort parce que ça existe beaucoup de gens qui s'autoproclament panafricains et après, derrière cette idée-là, ils font d'autres choses qui ne sont pas vraiment pour la cause panafricaine. Mais heureusement, on avait un proviseur aussi très compréhensif. Quand on l'a expliqué, il m'a demandé pourquoi je voulais créer un tel club. Il y a des clubs qui existent déjà. Il m'a fait savoir qu'il y a le club d'histoire qui existait. Que le club d'histoire et le club panafricain, c'est à peu près pareil. Je lui ai dit non, c'est pas pareil. Le panafricanisme, c'est l'avenir. Même si l'histoire est intéressante pour la construction de l'avenir, elle reste l'histoire. Donc, on ne peut pas confondre l'histoire et le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est une idéologie. C'est une idéologie qui regroupe tout. Elle regroupe l'histoire, elle regroupe la culture. En fait, elle est là pour créer l'avenir, pour essayer d'inventer l'avenir des Africains. Un meilleur avenir pour le peuple noir dans sa globalité. Et bien sûr, à travers la culture africaine, on ne peut pas négliger la culture. Si on néglige la culture africaine, déjà, c'est plus la peine. Voilà. C'est plus la peine d'essayer même
de continuer le combat. Parce que c'est la culture qui sera le soubassement de ce combat-là. Cheikh Anta Diop nous l'a dit dans Nation Nègre et Culture et dans presque tous ses œuvres. Donc le proviseur, bon, il a dit qu'il n'y avait pas de problème. À partir du moment où on réussit à trouver un professeur qui accepte de nous encadrer. Je suis allé voir un professeur qui était mon ami, c'était un prof d'histoire, M. Ignan, qui a trouvé que c'était une bonne idée, ouais, il était vraiment d'avis. Il y avait aussi M. Badji, qui nous comprenait très bien, qui comprenait aussi l'importance de ce combat-là, qui dit déjà au lycée, si on peut déjà inculquer cette façon de penser-là à des lycéens, c'est sûr qu'à l'avenir, on va réussir à créer des Africains qui vont lutter réellement pour la cause africaine et panafricanisme, parce que Cheikh Anta Diop le disait, Théophile Obenga le dit et continue à le dire, la seule issue pour l'Afrique, c'est on dit un État, oui, le super État panafricain d'Afrique, le super État fédéral d'Afrique noire. Et on va y arriver. N'est-ce pas une utopie, cet État puissant? Non, ce n'est pas du tout une utopie. Pour moi, c'est une réalité. Et très facile même à réaliser à partir du moment où on a compris. On a compris quoi? On a compris que c'est la seule solution, c'est la seule issue. Il n'y a pas d'autre issue. C'est un peu difficile à comprendre quand on voit un peu la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans des États, dans des micro-États. Chacun veut être puissant. Chaque État, dans son domaine, dans son confinement, essaie d'être une superpuissance. C'est pas possible. Le Sénégal ne peut pas être la superpuissance. Le Burkina à côté ici, une superpuissance. Chacun a son armement, chacun a son nucléaire, chacun a... En fait, pour moi, c'est ça l'utopie. Ce qui n'est pas... Oui. De vouloir être puissant dans cette forme de micro-État-là. C'est ça l'utopie pour moi. C'est ça qui sera impossible à réaliser. Or, si on décide aujourd'hui de réunir nos forces, on n'aura même pas besoin d'augmenter le nombre dans les forces armées africaines aujourd'hui. La puissance armée nigériane aujourd'hui, on voit à quel point elle est importante démographiquement. Si aujourd'hui on réussit à regarder un peu la zone qu'on appelle la zone des trois frontières, quand on voit la frontière du Burkina, Burkina, Niger et Mali, c'est à peu près dans cette zone-là que le terrorisme actuel prend beaucoup d'essor. Si ces trois pays, rien que ces trois pays-là, regroupent leurs armées, regardez déjà sur le plan démographique quelle puissance armée on aura. Donc, voyant cela, et ce n'est pas seulement sur le plan militaire, même sur le plan économique. Le Nigeria aujourd'hui est une grande puissance économique, personne ne peut le nier. La Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est presque 40% de l'économie de l'UEMOA. Donc, simplement au niveau de l'UEMOA, on peut déjà créer une superpuissance africaine. Imaginez un peu si cette superpuissance africaine d'Afrique de l'Ouest là s'élargit, oui, la CEDEAO, voilà, s'élargit sur l'espace continental, dans toute l'Afrique noire. Je ne parle pas encore de l'Afrique occidentale blanche ou arabe, parce que eux, c'est une autre réalité. Il y a des convergences dans la culture, mais il y a aussi une grande divergence. Peut-être après, s'ils veulent intégrer, il n'y aura pas de souci, mais pour l'instant, moi, ma préoccupation, c'est l'espace noir. C'est pas une... voilà. Une intégration exclusive aussi. De vouloir exclure les Arabes. Non, elle n'est pas exclusive, au contraire, elle est inclusive. Parce qu'avant de vouloir intégrer l'autre, il faut être sûr d'abord que dans sa famille, on est déjà intégré au sein. On est déjà intégré au sein de sa famille elle-même. Si en Afrique noire, on n'arrive pas à retrouver cette unité culturelle-là, à la mettre en valeur, je ne vois pas comment est-ce qu'on va réussir à intégrer d'autres personnes qui ont des différences culturelles. Qui ont des préjugés même. Voilà, des préjugés. Ouais, on a vu avec ce qui s'est passé en Libye, après la chute du guide Muammar Kadhafi, comment les Noirs sont traités dans les États arabes. Mais bon, ça c'est un autre sujet.
Pour revenir à Urgence panafricaniste aujourd'hui s'engage dans plusieurs fronts. Sur le plan social, avec les inondations l'année dernière, et même actuellement, on est en train de s'organiser ici au Sénégal pour voir comment on va venir en aide aux sinistrés de ces récentes pluies. Parce que l'année dernière, nous sommes venus en aide à des sinistrés qui étaient inondés. Avec le début du Covid aussi, on est venu en aide sur le plan matériel à certaines familles qui étaient dans le besoin. Donc, ici aussi dans l'éducation, chaque année, on organise des séances de renforcement gratuites pour les élèves qui sont en troisième et en terminale, voilà, pour les aider à préparer leur concours. Donc, Urgence panafricaniste, à côté du plan politique, géopolitique, a un domaine social aussi. Donc c'est un peu l'action, mais on compte s'agrandir, hein. On compte s'agrandir et on a d'autres ambitions. Mais on dit quand on va en guerre, il faut parfois éviter de divulguer son plan de guerre. Voilà. Je peux rajouter aussi, je peux donner aussi, dire que Urgence panafricaniste a eu aussi à réussir beaucoup d'actions. On se rappelle tous du problème soulevé par Urgence panafricaniste concernant le franc CFA. On a vu l'impact que ça a eu à travers l'Afrique et même, je dis... Le billet brûlé par Ken Seba, on s'en rappelle tous en 2017. Et avec la fameuse brûlure du billet de 5000 francs CFA que les gens ont mal compris et mal interprété. Voilà, que les gens ont mal interprété parce que c'est à la suite de cette action-là que beaucoup de gens ont compris et ont adopté le combat. Cet acte a eu beaucoup d'influence sur le combat parce que c'était un tournant décisif. C'est vrai, quand je dis mal interprété, c'est parce qu'il y a aussi une frange de la population qui n'a pas compris pourquoi quelqu'un peut brûler de l'argent alors qu'il y a des gens qui sont juste à côté qui ont besoin seulement de 100 francs. Parce que... Est-ce que ce n'était pas une campagne de diabolisation, de désinformation menée par nos différents États aussi? Bien sûr, il y a cela aussi. Cela parce que, tu sais, quand tu luttes pour une cause juste, il y a toujours des brebis galeuses à côté qui essaient de te jeter des pierres. Donc c'est vrai, ils ont profité de cela, ils ont profité de la situation des gens à côté pour dénigrer cette action-là. Mais ce n'est pas l'argent que la personne de Kémy Séba a brûlé, c'est un symbole qu'il a brûlé, le symbole du franc CFA. Franc CFA qui est né dans des situations calamiteuses, qui continue aujourd'hui à tirer nos États vers le bas dans le domaine économique et même dans bien d'autres domaines, hein, parce que on dit l'argent c'est le nerf de la guerre. L'argent c'est l'argent qui bon, je dirais pas l'argent, je dirais l'économie. On dit que battre sa propre monnaie est un pouvoir. Et force est de constater que les 14 pays de l'Afrique n'ont pas ce pouvoir-là. Battre sa propre monnaie, c'est seulement un pouvoir, mais c'est aussi un pilier fondamental de la souveraineté. Je ne vois pas comment on va se dire souverain quand on n'arrive pas à battre sa propre monnaie. Quand on confie ce nerf-là, ce sang à une autre personne, je ne vais pas demander à mon voisin de maîtriser le flux sanguin qui coule dans mes veines, sachant que ce voisin-là était celui qui m'avait réduit en esclavage il y a peu de temps. Oh, c'est ce que nos États, c'est ce que nos dirigeants font aujourd'hui en confiant la monnaie, en confiant l'économie africaine à la puissance, à l'ancienne puissance colonisatrice française, qui profite de cela aujourd'hui, hein, plus de 400 milliards par an. Et ça, c'est très peu. Il y a des économistes qui peuvent approfondir là-dessus. Mais la France bénéficie d'environ 400 milliards de francs CFA par an, simplement à travers le système de la maîtrise de la monnaie des États africains. Des États, 400 milliards d'euros 400 milliards, si c'est plus, en francs CFA. En francs CFA. Donc, on a bien vu comment le franc CFA a été compris à travers l'action menée par Urgence panafricaniste,
à tel point que la problématique de créer cette monnaie africaine-là avec une banque africaine ici en Afrique qui va appartenir aux Africains dans son intégralité a été remise sur la table par les États africains. Malheureusement, on a vu ce qui s'est passé par la suite. Macron, avec ses acolytes, Alassane Ouattara en tête, ont décidé unilatéralement de tuer cette idée-là de récupérer la souveraineté financière en Afrique en créant un écho parallèle à l'écho que la CEDEAO voulait créer avec le Nigeria et le Ghana qui voulaient intégrer la zone, créer une monnaie commune à ces différents États africains. Macron s'est levé, il a pris son avion. Je dis Macron, Ouattara se lève, il prend son avion, il va rencontrer son petit frère et patron Macron pour créer un écho parallèle. Et qu'est-ce qu'ils ont changé dans cet écho parallèle-là? Rien du tout. Il y a des choses qui ont changé quand même. Oui, mais qu'est-ce qui a changé en réalité? La parité fixe reste. Il y a seulement comment on appelle ça, les 50% qui doivent être le taux d'échange reste, hein? Le taux d'échange reste. Et on est toujours arrimé à... Ça, c'est la parité fixe, mais il y a les réserves qui vont changer. La France ne va plus détenir les 50% des réserves. Il n'y a que ça qui change en fait. Et aussi les représentants. Les représentants aussi. Mais ce n'est pas suffisant. C'est vrai, il y a quelque chose qui change, mais ce n'est pas suffisant pour nous. Parce que là... Il y a les éléments clés qui ne changent pas. Le fait qu'il y ait une libre-échange et une libre convertibilité ne change pas. Et c'est le principal problème du franc CFA parce que les multinationales qui sont en Afrique peuvent évacuer leur argent sans pour autant rendre compte à qui que ce soit. Ça, c'est assez problématique. Ajouter à cela aussi la parité fixe qui tue nos différentes économies, car l'euro est plus forte, trop puissante même pour le franc CFA et pour nos économies. Effectivement, comme vous le dites, avoir une parité fixe avec une monnaie qui est plus forte, avec ça favorise l'importation, mais l'exportation n'est pas intéressante. Je ne suis pas économiste, donc n'étant pas économiste, je vais avoir l'intelligence de ne pas approfondir dans ce domaine-là. Je vais me limiter à dire tout simplement que... Mais il y a des choses aussi dont on n'a pas besoin d'être économiste pour comprendre. Hein. Voilà, je sais très bien que si l'arbre qui doit me nourrir se trouve dans ton jardin, je pense que tu vas me dicter tes lois. Et autre que la lutte contre le franc CFA, l'urgence panafricaniste a mené aussi d'autres combats. Oui, bien sûr, elle a mené des combats. Déjà, on peut rappeler ce qui se passe aujourd'hui en Mauritanie. Vous savez que voilà, c'est un triste état où jusqu'à présent, l'esclavage continue à être mené. C'est devenu même un système accepté, parfois même par les populations noires, voilà, elles-mêmes réduites en esclavage, qui ne comprennent plus, qui ne savent même plus voilà, ce que c'est qu'être libre. Voilà. Ils ont perdu le goût de la liberté, ils ne savent plus ce qu'être libre. Donc, c'est à nous de leur redonner ce goût de la liberté, d'abord de les libérer. C'est vrai que c'est un combat difficile, mais je ne peux pas dire Kémy Séba, Urgence panafricaniste a eu à se rendre en Mauritanie, à lutter contre cette pratique-là. On a eu à obtenir des libérations de certains combattants anti-esclavagistes qui avaient été arbitrairement détenus comme prisonniers politiques en Mauritanie. Avec les actions de gens panafricanistes, des libérations, on a pu obtenir quelques libérations en Mauritanie. Bon, déjà au tout début de cette interview, on a relevé quelque chose de très important, c'est de bâtir l'État fédéral d'Afrique noire. On le sait et on n'ignore pas que si jamais on arrive à bâtir cet État-là, en toute souveraineté, sans aucune influence étrangère, l'Afrique deviendra
la première puissance du monde. Personne ne pourra rivaliser avec la puissance africaine. Ça a déjà existé dans le passé, à plusieurs reprises, 2 ou 3 fois même. Après les puissances égyptiennes, l'Afrique a eu à dominer le monde. Le Ghana, le Mali a dominé le monde à 2 reprises, avec un super État qui allait de l'Atlantique jusqu'au Cité Aoussa, de l'océan Atlantique jusqu'au Niger. On avait une grande puissance déjà à l'époque. Des historiens contemporains de cet État africain-là ont eu à témoigner. On peut citer d'autres que, voilà, c'est vrai qu'ils sont, on peut remettre en cause certains de leurs écrits, mais qui n'avaient aucun intérêt à glorifier l'État du Mali. Voilà, c'était même pas des Noirs, il y a Ibn Battuta, effectivement, Ibn Khaldoum, voilà, et des gens qui ont eu à témoigner sur l'empire du Mali, le roi, comment est-ce qu'elle était organisée, comment est-ce qu'elle accueillait les étrangers, et la relation qu'elle avait avec les autres pays, la puissance. Ibn Battuta lui-même disait qu'il n'y avait aucun État dans le monde qui pouvait rivaliser avec la puissance du Mali. Déjà à l'époque, avec peu de moyens, ils ont pu réaliser cet État-là. Nous, aujourd'hui, connaissant l'histoire, maîtrisant notre culture, comprenant les enjeux, je pense qu'on peut arriver à créer un autre État puissant, et même plus, qui ira même de la Méditerranée au Cap, au sud de l'Afrique, de l'Est à l'Ouest, c'est-à-dire tout le continent africain dans sa globalité avec les îles. Les îles autour de l'Afrique aujourd'hui sont occupées par les puissances étrangères, on le sait. Mais il n'est jamais trop tard pour récupérer ce qui nous appartient. Donc, pour arriver à cela, la première des choses déjà, c'est de se débarrasser des envahisseurs. Les envahisseurs sont encore là. On sort d'ici, on ne va pas faire 50 km, on va tomber sur une base militaire française. Il y a la base de Ouakam, elle n'est pas loin, c'est juste là. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Le Sénégal n'est pas en guerre. C'est un pays souverain, oui ou non? Avons-nous une base militaire sénégalaise en France? Je ne crois pas. Donc, il faut déjà commencer par chasser ces envahisseurs. À partir du moment où on va se libérer de cela, maîtriser tout ce qui est à la source d'une réelle souveraineté, notamment l'économie, l'armée. Il faudrait qu'on arrive à se défendre nous-mêmes. On ne peut pas compter sur une puissance étrangère pour assurer notre souveraineté, comme l'a pensé Félix Houphouët-Boigny. En Côte d'Ivoire, voilà une super puissance. On parle de miracle ivoirien, que je vais mettre entre guillemets. Voilà, je suis moi-même ivoirien, hein. J'ai grandi, donc j'ai rien contre ce beau pays que j'aime trop déjà. On parle de miracle ivoirien, et voilà un dirigeant qui arrive à développer une économie qui est en train de s'enrichir et qui ne pense pas à créer une armée qui va protéger ce qu'il est en train de construire. Vous pouvez se dire, bon, l'armée française est là, le 43e BIMA, je peux dormir tranquille. Voilà l'erreur. Quel acte? Quelle naïveté. Vraiment une naïveté. Mais je voulais dire quel acte important l'armée française a eu à faire en Côte d'Ivoire. Déloger Gbagbo. Voilà, il n'y a que ça. En fait, c'est ce que je voulais dire. Déloger Gbagbo, parce qu'il dérangeait. Gbagbo, c'est vrai, il y a certains domaines de sa politique que je n'ai pas apprécié, mais j'ai beaucoup apprécié aussi ses idéologies. C'est un historien qui avait compris les enjeux de la souveraineté, qui avait décidé d'être souverain. Il avait décidé de nationaliser le barrage hydroélectrique de Bio. Et d'autres. Il avait même voulu créer la monnaie ivoirienne. Et on sait, quand tu touches au franc CFA, tu touches à la France. Et quand tu touches à la France, on fera tout pour te déloger. Je rappelle même qu'il y a un franco-libanais, Sam l'Africain,
pendant le jugement de Gbagbo à La Haye, il a eu à témoigner, il a eu à dire cela à Mondovision, en direct, que Alassane Dramane Ouattara lui-même, s'il décide aujourd'hui de sortir du franc CFA, il sera demain considéré comme le premier dictateur. Il sera délogé, ça c'est sûr. Mais heureusement pour lui, malheureusement pour nous, il reste le valet de la puissance étrangère qui fournit les guides. Et je peux rajouter qu'à côté de cette souveraineté monétaire, militaire, il faudrait prendre en compte la culture. Si on veut construire un État africain et qu'on met à côté la culture comme nous sommes en train de le faire actuellement, on est en train de plus en plus, avec l'influence des médias, des autres cultures qui influencent aujourd'hui notre manière de voir, notre manière de penser. Nous sommes des Africains, le disait Thomas Sankara. Il faut qu'on accepte de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre. Quand on va accepter notre culture, quand on va décider de développer notre culture qui est riche, qui est pleine en sciences, c'est la culture la plus scientifique qui ait jamais existé. Et ça, personne ne pourra le démentir. Il faudrait qu'on réussisse à revaloriser cette culture-là, cette science-là, cette culture pleine de sciences, la développer, la remettre dans notre système éducatif. Mais avant de la revaloriser, il va falloir la comprendre. Oui, il va falloir la comprendre, bien sûr. Mais il y a des gens actuellement qui la comprennent très bien, qui la pratiquent. J'ai oublié de le dire quand je me présentais. En Côte d'Ivoire, je n'ai pas eu seulement à me balader dans la ville d'Abidjan. J'aimais beaucoup aller dans les villages, dans les profondeurs et même dans les campements. C'est-à-dire quand tu vas jusqu'à présent ça existe, quand on va dans les villages ivoiriens, je pense aussi que ça existe dans d'autres pays africains, il y a encore à l'intérieur de ces villages-là des micro-villages qu'on a l'habitude d'appeler les campements. Parfois, ça se trouve au milieu des champs de cacao et de café. Tu vas au sein de ces villages-là, tu rencontres des personnes qui sont intégrées entièrement dans la culture, dans cette culture africaine-là, qui n'ont subi, je dirais, presque, pas à 100%, aucune influence étrangère. Et ces gens-là maîtrisent jusqu'à présent la culture. Les Dogons existent jusqu'à présent et ils conservent encore les sciences. Il y a encore des patriarches et des matriarches, matriarche ça se dit, hein, et des matriarches africains qui conservent encore cette culture-là. Il faut aller vers ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il faut rationaliser cette connaissance-là. Il faut les mettre en livre. Il y a des personnes déjà qui font ce travail-là. Je vais citer Mbok Bassong, qui est aujourd'hui Bobog, qui est un géologue. Voilà, qui a beaucoup écrit. D'abord, il a écrit sur tous les domaines, sur toutes les sciences. Pourquoi? Simplement parce qu'il est retourné à la science africaine et s'est rendu compte que dans cette science-là, il y a tout. À partir de cette science-là, lui qui n'est pas juriste, il a écrit sur le droit africain. Il a même écrit sur le droit en général. Et il a écrit sur beaucoup de sciences, alors qu'il n'est même pas spécialiste de ces sciences-là. C'est un géologue. Et pourquoi il a réussi? Parce qu'il a compris la science africaine. Il est devenu même, comme on le dit en Bassa, au Cameroun, un Bobog, qui est en quelque sorte imam ou prêtre dans cette religion-là. Donc, si ces connaissances-là sont mises en livre, sont rationalisées, enseignées à nos enfants, et même aux grands, à tout le monde peut apprendre, à tout moment, on va réussir à reconstruire cet homme africain-là, cet homme africain qui va recréer la culture dont on a besoin. On aura cette culture-là, on aura cette souveraineté-là, militaire, financière. Qu'est-ce qui reste alors? Il ne reste plus rien. On s'engage, on décide de créer l'unité africaine. Les Américains, ils ont fait quoi? Ils ont décidé de créer l'unité africaine, l'unité américaine. De la volonté politique et de la volonté de puissance. La volonté politique, elle est là. La volonté politique, non. La volonté de la puissance, elle est là. Quand je dis la volonté politique, elle est là, il faut poser la question de qui je parle. Du peuple. Voilà. Mais pas de ceux qui sont à la tête aujourd'hui. Le dirigeant sénégalais aujourd'hui, Macky Sall, n'a aucune volonté d'unité africaine. Ça se sent dans ses actes. Regardez la constitution, la constitution sénégalaise.
Dans le préambule, on retrouve déjà l'intérêt que la constitution sénégalaise accorde à l'unité africaine. Et en même temps, dans la charte de l'Union africaine, il est dit que les États africains actuels sont l'intangibilité, comment on dit déjà le mot? L'intangibilité des États africains qui existent actuellement ne doivent pas être touchés. Mais comment on va arriver à construire l'unité africaine sans remettre en cause les limites et les barrières qui existent actuellement? Ce sont des frontières qu'on n'a pas décidées entre nous, qui ont été faites contre nous, séparées des familles. Il y a un exemple simple. Il y a des peuples aujourd'hui, les peuples Akan de Côte d'Ivoire. Mais il y en a qui ont leur famille en même temps au Ghana, en même temps en Côte d'Ivoire. Ils font comment? Ils sont Ghanéens ou ils sont Ivoiriens? C'est le même peuple, les Akan. Ils sont au Ghana, au centre de la Côte d'Ivoire, un peu à l'ouest. Ils sont aussi au Ghana. Je pense même que c'est le peuple majoritaire au Ghana. C'est-à-dire vers 1200, je pense, ils ont migré avec le conflit entre la reine Pokou et le roi Osei Tutu, qui avait poursuivi les Akans. Une partie est venue en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on les appelle les Baoulés, avec l'histoire de l'enfant qui a été sacrifié. Bon, ça c'est une autre histoire. Ces peuples-là, qui ont été divisés par des frontières arbitraires, comment est-ce qu'on va les reconstituer? Comment on va les réunir? Je me rappelle, je vais donner une anecdote. J'ai discuté avec je ne vais pas dire ignorant, quelqu'un qui n'avait pas compris l'histoire, qu'il voulait faire la différence entre les Baoulés du Ghana et les Baoulés de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Il dit parce que il a donné l'exemple du nom, le nom Kofi. Kofi, c'est un nom baoulé. Il dit le nom Kofi, au Ghana, ça s'écrit avec un seul F. En Côte d'Ivoire, ça s'écrit avec deux F. Et c'est une grande différence. Je dis, mais toi, tu me parles de quoi là? Tu me parles de francophone et anglophone. Mais le français et l'anglais ne nous appartiennent pas. Il va falloir qu'un jour, on se débarrasse de cela. Il y a la langue aussi qui est là. Ça, c'est dans le domaine culturel, donc on ne va pas approfondir. On a déjà parlé de l'intérêt de reconstruire cette unité culturelle qui existe déjà, qui existe dans la profondeur. Donc, comme je l'ai dit, il va falloir repartir vers ces sources-là, prendre l'essentiel, modifier ce qu'il y a à modifier parce qu'aucune culture n'est parfaite. Les cultures évoluent. Malheureusement, nous avons été interrompus dans notre évolution à partir du moment où l'Occident est devenu puissante militairement. Pour comprendre cela, il faut comprendre aussi l'histoire de l'Occident. D'ailleurs, c'est très bien qu'on nous apprend leur histoire. Malheureusement, on ne nous apprend que leur histoire, c'est ça le problème. Mais il n'y a rien de mal à apprendre l'histoire de l'Occident. On doit même apprendre cette histoire-là parce que quand on va le comprendre, on va savoir quel est le problème. Il y a un film que j'ai beaucoup aimé qu'on appelle Viking. Quand j'ai regardé ce film-là, c'est pas pour faire la publicité, j'ai compris les Occidentaux. Dans l'histoire, c'est des peuples barbares, c'est des peuples guerriers. C'est ça leur histoire, c'est ça leur culture. Aller en guerre, aller conquérir. Donc à partir du moment où ils ont réussi à devenir puissants militairement, ils sont venus conquérir l'Afrique. Ils ont stoppé notre évolution culturelle et sur tous leurs domaines. C'est cette évolution-là que nous devons récupérer et reconstruire. Je pense que si on arrive à faire cela, on va réussir à créer l'unité africaine. On disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de volonté politique. Après, on a un peu tergiversé. Il y a de la volonté politique dans le peuple. Il suffit d'aller vers les populations, de leur poser des questions, tu te rends compte que le peuple est là. Et le peuple a déjà compris. Le peuple est engagé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui on parle, les Français, je dirais les politiques français parlent d'un sentiment anti-français en Afrique. Mais ce n'est pas un sentiment anti-français en Afrique, c'est un sentiment pro-africain, c'est un sentiment africain, c'est un sentiment de souveraineté. Pourquoi dire que je veux que mon continent soit souverain est synonyme d'anti-français? Ça n'a pas de sens. Quand les Français revendiquent la souveraineté française, on ne dit pas qu'ils sont anti-africains. Et pourtant, il n'y a pas plus anti-africains qu'eux.
quand on regarde l'histoire et leurs actions. Tire à sa fin de l'émission. Si vous avez un message à lancer à l'endroit de la jeunesse africaine, que serait-il ce message? Mon dernier mot sera effectivement un message lancé dans un double sens. Déjà, j'appelle la jeunesse africaine à s'intéresser à la situation africaine. Si elle ne s'y intéresse pas, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il faudrait que la jeunesse africaine s'approprie ces combats-là. Il faudrait que la jeunesse africaine trouve une cause à défendre. Et cette cause-là ne peut être noble que si elle a pour intérêt la libération et la souveraineté de l'État africain. Donc les jeunes, pas seulement les jeunes, hein, les vieillards, les femmes, les enfants, tout le monde devrait comprendre la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et tout le monde devait s'engager dans le domaine. Que le tailleur, en confectionnant le vêtement du client, le confectionne pour la cause, pour la libération africaine. Que l'homme qui se marie se dit que je me marie pour libérer l'Afrique. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans les zones arabes qui ont été occupées. Aujourd'hui, on parle de l'Afghanistan. Mais c'est comme ça qu'ils vivent. Il y a un peuple là qui est un peu dispersé dans le monde. Je peux parler par les Kurdes. Mais les Kurdes, ils ont été disloqués. Mais vas-y vers un Kurde. Tout ce qu'ils font, ils le font pour la libération du peuple kurde. Une femme qui va accoucher, elle va accoucher pour la libération du peuple kurde. Un homme qui se marie, il se marie pour la libération du peuple kurde. Et c'est cette idée-là que nous devons avoir en tête. Tout ce que je fais pour la libération de l'Afrique. Tout ce que je le fais pour la libération de mon peuple. À partir de ce moment-là, il y a une idée, il y a une idéologie qui va automatiquement, dans le subconscient et même dans le conscient, se constituer. Tous les peuples qui ont compris ça ont réussi à se libérer. Il y a l'exemple juif aussi, c'est vrai, tu vois, les juifs. Tout ce qu'ils font, ils le font pour l'intérêt juif. On parle aujourd'hui de l'économie maintenue par les juifs, mais les juifs ont travaillé pour cela. Ils sont corrompus, ils ont fait ce qu'il faut, bon ou mauvais, ils l'ont fait, dans leurs intérêts. Je ne dis pas qu'on doit suivre leur exemple et détruire d'autres peuples dans notre intérêt, non. L'Africain n'est pas comme ça. L'Afrique a eu à dominer plusieurs fois le monde, mais l'Africain ne s'est pas déporté sur d'autres continents pour réduire en esclavage ces peuples-là. Donc nous ne sommes pas comme ça. Mais on peut cependant se libérer et devenir puissant et se protéger. Mon deuxième appel va à l'endroit de la presse. Je profite pour remercier Corette Kama. Je pense que je prononce bien. D'ailleurs, il faudrait qu'on apprenne l'égyptien ancien et les hiéroglyphes. Il faudrait qu'on mette ça aussi dans l'éducation, quoi. C'est très important. Je remercie Corette Kama pour le travail qui se fait ici. Et j'ai dit que tous les médias africains devaient faire pareil, et même plus. Je m'étonne quand je vois que aucun média africain, non, pas africain, aucun média sénégalais ne fait des débats sérieux concernant ce qui se passe en Afrique. Regardez ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina. Récemment, on a essayé d'assassiner le président actuel. Quel débat a été soulevé en Afrique? Il n'y a pas de réel débat sur les réelles problématiques qui se passent en Afrique. Généralement, qui se passe au Sénégal. Donc, mon message, c'est vers les médias sénégalais. La politique sénégalaise, elle est très importante. Il faudrait qu'on débatte là-dessus. L'économie, la santé avec le Covid, etc. Mais il y a des problèmes de fond très sérieux qui sont des problèmes communs à tout le continent africain. Il faudrait qu'on ait des plateaux, il faudrait qu'on ait des débats quotidiens s'il le faut sur ces problématiques-là. Il faudrait que les médias, les journalistes africains aillent à la source, sortent et trouver... Sortent de leur élection et aller vers la source. Bien sûr, aller vers la source. Mais aussi c'est un problème de moyens. Mais c'est l'État qui doit donner les moyens. Bon, malheureusement, l'État est dirigé par des
Voilà, des marionnettes à la solde de l'Occident. Donc ceux-là ne vont jamais financer un média qui doit sortir, faire des recherches allant dans ce sens-là. Mais un État sérieux, avec des gouvernants sérieux, va financer les médias qui vont sortir faire les recherches qu'il faut, mettre sur la table la problématique du franc CFA, la problématique de la souveraineté, la problématique de l'armée française en Afrique. Qu'est-ce qu'elle fait en Afrique? Qu'est-ce qu'elle fait dans nos États? À part nous espionner, pour mieux nous anéantir demain, quand ça sera l'occasion. On vous rappelle juste, les internautes, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de la partager et de la liker. On se donne rendez-vous pour un autre épisode.